Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, manifester sert-il encore à quelque chose? Alors que se multiplient en cette rentrée les manifestations et les défilés pour le climat ou contre les retraites et que le registre d'action s'est élargi, battre le pavé est-il le meilleur moyen de faire avancer sa cause? À Hong Kong ou en Algérie et le week-end dernier encore en Égypte, prendre la rue permet de faire savoir au monde la volonté de réforme d'un peuple tout entier. En France, la manifestation, mode d'action né au cœur du 19e siècle, connaît-elle son essoufflement ces temps-ci? Si oui, par quoi la remplacer? Voici les questions que nous poserons ce soir à nos 4 invités. Pauline de l'association Extinction Rebellion, Annick Coupé, secrétaire générale d'Attaque France, Paul Picaretta, cofondateur et éditeur de la revue Limite, et Olivier Filiol. Il sera en duplex avec nous depuis les studios de la RSR à Lausanne. Il est professeur de sociologie politique à l'Université de Lausanne et il est co-auteur avec Daniel Tartakovsky aux presses de Sciences Po de La Manifestation. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Pauline, bonsoir à vous Paul Picaretta, bonsoir Annick Coupé. Et bonsoir depuis donc Lausanne à vous Olivier Filiol. Alors quand on entend effectivement ces sons de manifestation recueillis ce week-end à Hong Kong, en Algérie ou encore en Égypte, Annick Coupé, vous qui avez fait des manifestations depuis 1968, eh bien vous vous dites non, la manifestation ça n'est pas fini comme mode d'action. En tout cas dans ces pays-là, c'est encore un moyen de faire plier les gouvernements. Je crois qu'effectivement, la manifestation n'est pas finie et je pense qu'elle n'est pas prête de finir, tout pendant qu'il y aura des raisons de descendre dans la rue, des raisons de s'opposer à des choses et des raisons de proposer des alternatives, de proposer d'autres choses. Je pense qu'il y a effectivement différentes formes de manifestation. Et aujourd'hui, effectivement, on a des mouvements divers qui descendent dans la rue. Mais je crois qu'il y a il y a 2 points communs à mon avis. C'est d'occuper l'espace public. Cette volonté de montrer qu'il y a des résistances, qu'il y a des alternatives dans la société. Et puis, il y a quelque part, je pense, toujours cette idée, depuis finalement l'origine même des manifestations, d'être ensemble, cette espèce de solidarité, de fraternité, de sororité qui s'exprime et qui me semble très importante pour les manifestations. Olivier Filiol, vous êtes avec nous depuis Lausanne. Vous avez publié, c'était en 2008, donc il y a plus de 10 ans, avec Daniel Tartakovsky, La Manifestation. Vous suivez en tant que sociologue, vous suivez le mouvement des Gilets jaunes, mais en particulier dans la région du Var. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'effectivement la manifestation a encore de beaux jours devant elle et que, comme vous le disiez avec Daniel Tartakovsky, faire c'est dire en l'occurrence? Alors oui, tout à fait, je rejoins tout à fait Annick Coupé sur son analyse et sur les 2 points qu'elle soulève, donc l'idée d'une occupation de l'espace comme nécessaire pour rendre visible une cause et la faire avancer, et l'idée aussi que manifester, occuper l'espace public n'a pas que vocation à impacter les pouvoirs publics ou les cibles qu'on se donne, mais aussi à construire le groupe. Elle parle de solidarité, je crois que c'est tout à fait ça. Il y a ce frisson, si vous voulez, cette excitation qui fait que la coprésence sur des lieux de manifestation, avec les bruits, avec les sons, avec éventuellement la répression, tout ça crée le groupe, fait le groupe et contribue à mobiliser. Donc manifester, c'est aussi construire une cause, même si, on en reparlera peut-être tout à l'heure, pour certains types de manifestations, comme par exemple le début du mouvement des Gilets jaunes ou des mouvements d'occupation de place, la foule se réunit avant même qu'il y ait le moins de travail d'organisation. Et dès lors, c'est dans la foule elle-même, dans le mouvement de foule lui-même, que se constitue une lutte. Ce qui est tout à fait... original. Enfin, pas tout à fait nouveau, mais assez original quand même par rapport au fonctionnement habituel des luttes, où d'abord on construit l'organisation, d'abord on construit la mobilisation, on rassemble, et ensuite on montre ses muscles en quelque sorte, on montre le nombre. Là, dans ces mouvements sans leader, c'est un peu à l'inverse. Mais dans tous les cas, je crois que par rapport à la question que vous posez,
Bien sûr que la manifestation a un avenir tout à fait brillant, je ne sais pas, mais a un avenir. Et ce qui a changé, c'est pas l'efficacité des manifestations, c'est la manière dont les pouvoirs publics répondent aux manifestations qui a changé, qui est en train de changer. On va bien sûr y revenir avec tous nos invités. Paul Picaretta, je rappelle que vous êtes cofondateur et éditeur de la revue Limite. Comment qualifieriez-vous cette revue? C'est une revue d'écologie intégrale, catholique, d'origine catholique. D'inspiration chrétienne. D'inspiration chrétienne. Alors d'accord, ok. Pour être précis. Et donc, cette revue, l'autre jour, a publié un dossier qu'elle a repris à l'occasion du jour de grève de la RATP, un dossier sur la grève. Donc, vous travaillez beaucoup sur l'histoire aussi des mouvements sociaux, et vous avez donc participé ou appelé à participer à ces nombreuses manifestations qui ont lieu ces temps-ci pour le climat. Alors, c'est vrai qu'on a republié ce dossier sur la grève parce que ce qui nous intéresse à l'origine, on va dire notre petit dada, c'est la contestation technocritique, c'est-à-dire lorsque un mouvement naît pour contester en fait la prédominance de la technologie dans nos vies. Ce qui fait que vous êtes par ailleurs engagés les uns ou les autres à différents niveaux sur les questions de bioéthique et en particulier sur la question de PMA et de GPA. Voilà. Et tout à l'heure, hors antenne, on parlait de l'histoire des premières grèves et je vous citais ce qu'on appelle les ludites. Donc c'est des personnes des briseurs de machines. Des briseurs de machines. Hein. Donc fin 18e siècle qui parce que les capitalistes, les dépossédés de leurs moyens de production, se disaient puisqu'on n'a plus nos moyens de production, ou puisqu'ils ne nous appartiennent plus, nous allons les détruire. Il faut lire sur cette question les très beaux livres technocritiques de l'historien François Jarriche qui raconte justement toutes les critiques de la technologie, et vous entrez dans cette... Vous le faites à ma place. Voilà. Voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça que nous, quand on s'intéresse dans Limite aux grèves, aux grandes manifestations, c'est toujours sous cet angle d'opposition au techno-capitalisme. Alors, Pauline, vous êtes vous-même membre de l'association Extinction Rébellion. C'est la dernière entrée dans le jeu, pourrait-on dire, puisqu'elle date de septembre 2018 en France. Donc, c'est une toute nouvelle association. Extinction Rébellion, c'est une association qui travaille justement sur le climat et sur la nécessité de faire en sorte qu'on n'aille pas à la catastrophe de ce côté-là. Et vous utilisez quoi comme mode d'action? Justement, la manifestation, ça fait partie de votre mode d'action? Alors nous, on prône la désobéissance civile de masse, non violente, pour créer un changement de système qui soit... Donc on est vraiment un mouvement social. On parle du climat, mais c'est aussi une histoire de justice sociale. Et donc on prône l'action non violente à visage découvert, de blocage de capital. Alors blocage, ça veut donc dire non pas aller d'un point à un autre, pas aller vers un avenir plus radieux, vers quelque chose qui serait meilleur, mais c'est s'arrêter et donc prendre la place, prendre l'endroit où on se trouve. Je pense qu'il y a plusieurs modes d'action et de modes d'engagement, et souvent une personne fait partie de plusieurs modes d'engagement. Il y a la réforme et se dire je reste à l'intérieur du système et j'essaie de le transformer. Il y a l'alternative, c'est-à-dire je vais créer d'autres manières de fonctionner puisqu'on voit qu'on est à bout sur ce système-là. Et malheureusement, la réforme ou l'alternative ne fonctionne pas sans des vrais mouvements de résistance qui créent ces espaces-là. Donc nous, le but, on a vraiment une stratégie d'escalade. Donc pour l'instant, on a surtout fait de l'action symbolique. À partir du 7 octobre, on a des blocages de capital partout dans le monde, dont à Paris. Et notre but, c'est à la fois de bloquer pour créer assez de disruption, pour vraiment créer un rapport de pouvoir, mais aussi dans ces espaces de blocage de montrer ces alternatives, pour montrer au public qu'il y a d'autres manières de fonctionner. Alors, écoutez ce manifestant au micro de Mathieu Vidard qui se trouvait pour France Inter vendredi dernier et pour la Terre au carré en pleine marche sur le climat. Il ne semble pas dire, comme vous tous, bien que la manifestation a un long avenir. Il est membre de Youth for Climate. Les marches, en fait, peu à peu, Youth for Climate, on en a marre, en fait. Pour nous, ça sert vraiment de moins en moins à quelque chose, les marches, parce qu'on en a eu énormément. On voit qu'on fait face à un État qui est complètement sourd et muet. On a une démocratie participative qui, en fait, ne fonctionne plus. Et en fait, les marches, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Maintenant, ce qui compte, c'est de pousser vers une stratégie de radicalisation
pour mettre la pression au gouvernement et peut-être même faire naître une étincelle révolutionnaire. Annick Coupet, pousser la stratégie de radicalisation et donc ne plus s'intéresser simplement à ces marches qui sont récurrentes depuis un certain temps. Je crois qu'il y a à la fois dans ce que dit ce jeune manifestant, il y a à la fois une question de fond, c'est-à-dire qu'on voit bien effectivement par rapport à ce mouvement, notamment de la jeunesse, mais pas que la politique d'Emmanuel Macron n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, pour ne citer que la France. Bon, donc il n'y a pas que la France en l'occurrence. Non, mais bien sûr, mais ces enjeux qui voilà. sont climatiques Et d'ailleurs, le mouvement, enfin vendredi dernier, c'est 4 millions de jeunes qui sont descendus dans les rues dans le monde, c'est un record et à historique. New York en particulier. Voilà, bon. Donc on voit bien qu'il y a une question de fond, c'est-à-dire effectivement par rapport aux enjeux, eh bien les gouvernements, et Emmanuel Macron en l'occurrence, ne répond pas du tout à ces enjeux, au contraire. Bon. Donc il y a cette histoire de radicalisation sur le fond. Sur les méthodes, je pense qu'on est dans une période où pour moi il y a plutôt complémentarité, enfin diversité de formes d'action, c'est-à-dire qu'on va avoir des actions de blocage, comme ça a été dit précédemment. Il va y avoir des manifestations qui pour moi restent utiles. Il va y avoir des actions de désobéissance civile à des moments donnés. Attaque fait des actions de désobéissance contre des multinationales, des banques et d'autres mouvements en font. Donc je crois qu'on est dans une période qui est intéressante pour ça, c'est-à-dire que c'est des diversités de formes d'action qui ne vont pas s'opposer, qui au contraire commencent, il y a des débuts de... pas de convergence, mais en tous les cas d'alliance ou de rapprochement. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'est plus, je finis juste là-dessus, on n'est plus comme dans moi ce que j'ai connu, où les mouvements étaient très séparés. Et aujourd'hui, dans la rue, sous différentes formes d'action et différentes mobilisations, il y a une volonté de se rapprocher les uns les autres. Et quand vous parliez des actions d'attaque, il faut se souvenir qu'en janvier dernier, il y avait ces poulies qui étaient installées devant le siège de Google France pour transporter des faux billets depuis Google jusqu'à aux services fiscaux qui se trouvaient de l'autre côté de l'avenue de l'Opéra, ou encore ces militants déguisés en abeilles, je crois, devant Bayer-Monsanto. On était avec Extinction Rebellion, d'ailleurs. Avec Extinction Rebellion. Olivier Filleul. Oui. Sur ce qui vient d'être dit. En particulier ce recours à la violence qui peut-être peut paraître nécessaire, ou disons à une radicalisation, comme disait ce jeune homme dans la manifestation de vendredi, et qui, souvent, quand on parle de radicalisation, eh bien, c'est plus de violence, en tout cas c'est comme ça qu'on l'imagine. Vous qui étudiez effectivement les Gilets jaunes, on peut voir effectivement que ce mode d'action a été perturbé ou au contraire amendé par l'arrivée d'une certaine violence. Bon, alors d'abord, peut-être commencer par dire que le débat au sein des mouvements sociaux, à gauche, comme à droite d'ailleurs, dans les années 30, le débat sur la question de savoir si la manifestation est une forme d'éteignoir ou un moyen d'obtenir des choses, donc un défilé, une promenade du dimanche qui ne sert à rien, qui sert qu'à endormir les ouvriers, etc., c'est vieux comme la manifestation, on est d'accord. Donc on est absolument d'accord. Voilà, c'est un débat tout à fait ancien. Et aujourd'hui, il se rejoue sous une autre forme, mais rien de nouveau sous le soleil. En revanche, il est vrai que Annick Coupet disait justement qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est pas la première fois, mais ce qu'on observe et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a une sorte de division du travail. C'est-à-dire que l'occupation de la rue s'accompagne d'autres modes d'action, de lobbying, etc. Mobilisation des scientifiques qui commence à prendre forme et qui pourrait se développer. Une pression aussi à l'occasion des élections sur les candidats à travers des questionnaires, etc. Donc, qui sont envoyés aux candidats. Donc ça, c'est une chose. Sur la question de la violence, je crois que malheureusement, c'est encore une fois toujours le même problème. Le recours à la violence peut être un moyen absolument nécessaire pour se faire entendre dans certaines circonstances. Il me semble que dans le mouvement des Gilets jaunes, et je ne la cautionne pas pour autant, mais si la violence n'avait pas été employée, bon, elle a été employée de part et d'autre, mais si même au départ, les Gilets jaunes n'avaient pas usé d'une certaine violence, c'est-à-dire refuser de dégager les ronds-points, s'affronter avec les forces de l'ordre, on n'en aurait plus parlé au bout d'un mois. Et en même temps, le recours à la violence, évidemment, est très dangereux parce qu'à toutes les chances de se retourner contre ceux qui l'emploient. Lorsqu'on parle des manifestants. Écoutez par exemple Anne Hidalgo ce matin au micro de Nicolas Demorand et de Léa Salamé sur France Inter. Ce niveau de violence inouïe, inacceptable auquel nous faisons face, tout ça n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans une société où il n'y a plus de dialogue possible. Et je condamne fermement, évidemment, ces violences qui ont amené à des dispositifs policiers hors normes qui, du coup, dissuadent beaucoup de gens. Samedi, beaucoup de parents avec des enfants sont partis, comme moi d'ailleurs, dès qu'on a commencé à sentir les premiers gaz lacrymogènes. Donc,
Au prochain Conseil de Paris, le préfet de police sera certainement interrogé parce qu'il devient difficile de manifester. Vous avez appelé Christophe Castaner sur ce sujet ? J'ai fait en sorte que du côté du préfet de police et du ministre de l'Intérieur et Premier ministre, on sache ce qui se passait en effet. Olivier Filleul. Alors, c'est assez ambigu ce que dit cette personne, mais moi, ce que je retiens, parce que je suis généreux, c'est qu'elle dénonce les violences policières. C'est-à-dire qu'en fait, elle souligne le fait qu'il n'est plus possible aujourd'hui... J'ai pas entendu exactement la même chose que vous, mais enfin... L'ambiguïté, ouais. C'est pas clair. Non, mais c'est assez ambigu, parce qu'elle part sur un point, puis elle revient sur un autre, mais disons qu'à la fin, elle termine quand même sur l'idée que la manière dont s'exerce aujourd'hui le maintien de l'ordre est inacceptable, parce que ça rend impossible toute manifestation, et malgré tout, c'est un droit constitutionnel. Et au début de son intervention, elle souligne le fait que la violence manifestante est inacceptable. Ce qui est facile à dire et qui en même temps ne dit rien, puisque finalement la violence a des sources, elle s'exerce plus ou moins légitimement. Et dans le cas des Gilets jaunes, en tout cas, j'y reviens, j'y insiste, il me semble que sans véritable disruption, rien ne se serait passé. Et lorsqu'on parle d'Extinction Rebellion et de ces modes d'action, il en va de même. Le recours aujourd'hui à des marches et à des blocages de plus en plus s'inscrit dans la même logique. Les marches ne servent effectivement à rien. S'il s'agit de bloquer les flux, s'il s'agit d'empêcher en quelque sorte le cours quotidien des affaires de se dérouler, et donc de mettre un bâton dans les roues du fonctionnement politique habituel, la marche d'un point à un autre ne sert strictement à rien. Sinon, on l'a dit au départ, à faire le groupe, à mobiliser, à se faire entendre. Et puis, il y a un dernier point très important, c'est l'opinion. C'est-à-dire que on raisonne trop, quand on parle de manifestation, sur l'idée que s'affrontent des manifestants avec l'État ou les entreprises lorsque c'est des conflits du travail. En fait, aujourd'hui, l'acteur central, c'est l'opinion. Et ça a été dit d'ailleurs, lorsqu'on se mobilise, c'est pour toucher l'opinion. Et c'est parce que l'opinion est touchée, parce que les sondages montrent une faveur pour un mouvement, que les pouvoirs publics commencent à céder. Parce que les pouvoirs publics n'ont qu'une obsession, c'est se faire réélire. Ils vivent à une échelle du temps qui est de 5 ans, 4 ans, 3 ans, et c'est tout. Le reste ne les préoccupe pas. Oui, il faut le dire carrément. Ouais. Et donc, ne cherchant qu'à se faire réélire, si vous voulez, la seule chose qu'ils regardent, c'est l'opinion et donc les sondages. C'est peut-être un peu radical de mettre tout le monde dans le même sac, en l'occurrence, en pensant que tous les pouvoirs politiques ne veulent que se faire réélire. Mais enfin, ça, c'est votre opinion, Olivier Filleul. Les gouvernants, disons. Ouais, voilà. À partir du moment où vous avez le pouvoir, il est difficile d'accepter de le lâcher. De le perdre. Je crois que c'est une vérité universelle. De votre côté, Pauline, de l'association Extinction Rebellion, ce week-end, Mediapart, la semaine dernière, titrait un de ses articles, le mouvement climat, les nouveaux acteurs rebattent les cartes. En quoi pensez-vous que vous rebattez les cartes justement de cette action, de ces modes d'action, de cette action collective dans la rue ou en dehors de la rue? En quoi pensez-vous justement que ce mouvement autour du climat donne une sorte de souffle nouveau aux manifestations et aux modes d'action? Je pense que nous, ce qu'on prône, c'est de dire la vérité et d'agir en fonction. Et je pense que c'est difficile de dire la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons et qu'agir en fonction soit signer une pétition sur Internet ou aller marcher si on a le temps et qu'on est là le week-end, le samedi. Donc ça ne veut pas dire que tout ça, c'est pas nécessaire, mais c'est pas du tout suffisant par rapport à la situation. Et ce qu'on voit, nous, en prenant l'action des obéissances civiles de masse non violentes, c'est qu'on a beaucoup de peur de se dire « Ah, est-ce que ça va parler aux gens ?» Et en fait, on a énormément de gens qui n'ont jamais même manifesté, jamais été engagés dans des associations et qui se retrouvent là-dedans parce qu'aussi on a un modèle décentralisé et que ça nous permet d'être très résilients puisqu'on peut s'organiser rapidement partout sur le territoire et ça grâce et aux nouveaux moyens de communication, exactement, aux réseaux sociaux, etc. Et aux nouvelles formes de systèmes. Et donc, je pense que un blocage qui vient toucher vraiment à l'économie, et donc c'est pour ça qu'on cible les capitales, c'est là qu'on devient embêtant. C'est là qu'on permet aux gens de s'arrêter et de se poser les vraies questions de qu'est-ce qu'on fait à partir de là. Paul Picaretta, donc depuis là où vous êtes, c'est-à-dire cofondateur et éditeur de la revue Limite, une revue d'écologie intégrale chrétienne, me disiez-vous au tout début de cette émission, vous pouvez manifester avec les uns et peut-être pas toujours avec les autres. C'est compliqué d'utiliser la manifestation sur tous les sujets, sur les questions de GPA, de PMA. Effectivement, quand on parle de manifestation, est-ce que c'est bien de manifester, est-ce que c'est pas bien? Il faut d'abord se poser la question du contenu. Pourquoi manifeste-t-on? Donc, il y aura plusieurs mouvements. En France, il y a des sensibilités différentes. Dans tous les pays, il y a des sensibilités différentes. Moi, ce qui m'intéressait il y a quelques années, c'était ce que j'appelle en fait le déplacement. C'est-à-dire quand quelqu'un issu d'un milieu social très, très précis, et moi j'étudiais plutôt les mouvements catholiques,
Donc quand quelqu'un issu d'un milieu plutôt conservateur va adopter une forme de manifestation qui n'est pas de sa famille politique et qui va par conséquent adopter certaines idées qui... Ça veut dire que quand la manif pour tous se met en place, Alors, par quand exemple, alors non, parce que la manif pour tous, c'est plutôt un élément très commun, classique, manifestation de droite, plutôt bourgeoise. comme Si vous voulez, contre la suppression de je n'ai l'école que libre en 30 ans, 84. donc je vais pas, et je suis absolument pas professeur d'histoire, mais si vous voulez, ça ressemble à la manif pour De Gaulle, qui ressemble également à celle pour l'école privée, etc. Ouais, l'école privée etc. en 84. Bon, voilà. Donc là, il n'y a rien d'inédit. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au sein de cette génération de, je dirais, quinquagénaires, des jeunes de 16, 20, 25 ans se mettaient en rupture et disaient, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'écologie. Donc c'était totalement fou pour leurs parents, entre guillemets. Et donc, ils disaient, les lois de bioéthique, etc., ça nous intéresse, mais ce qui nous intéresse au moins autant, sinon plus, c'est l'écologie, c'est la sauvegarde de notre maison commune, pour reprendre l'expression du pape François, etc. Et donc, j'appelle ça une sorte de déplacement, en fait, ou on pourrait appeler ça en sociologie même des sortes de transfuges, en fait. Et voilà. Et donc, à partir de là, j'ai fondé la Revue Limite avec ces gens qui, justement, ne sont pas à l'origine, du moins ne sont pas sur leur base, et les adoptent petit à petit et vont rejoindre des mouvements qui leur sont pas tout à fait naturels. Spécialement dédicacé à tous ceux qui sont motivés. Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté par le passé. 200 000 selon les organisateurs, 80 000 selon la police. 12 000 selon la police, 100 000 selon les organisateurs. Laissez-nous faire notre travail. Laissez-nous faire notre travail. Et alors, nous aussi on travaille. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Un temps du débat qui se pose la question de savoir si manifester sert encore à quelque chose au lendemain de ces grandes manifestations et à la veille d'une grande manifestation de la CGT sur les retraites dès demain, avec Pauline de l'association Extinction Rebellion, Annick Coupé, secrétaire générale d'Attaque France, Paul Picaretta de la Revue Limite et Olivier Fillieul. C'est vrai que comment fait-on parler de soi ? C'est une des questions qu'on peut se poser quand on évoque, comme vous le disiez tout à l'heure, Annick Coupé, la façon d'utiliser l'opinion, de faire en sorte que l'opinion vous rejoigne et que vous ne soyez pas tout seul dans la rue et que vous soyez de plus en plus nombreux. C'est donc utilisé, je citais les modes d'action que vous mettiez en œuvre avec Attaque, se déguiser en abeille, voler des chaises auparavant, ça a été aussi quelque chose de très fort auprès des multinationales qui transféraient de l'argent dans les paradis fiscaux, par exemple. Tout cela, c'était des modes d'action qui pouvaient faire parler de vous et qui pouvaient, d'une certaine façon, aussi risquer de vous emmener en prison les uns ou les autres ou en garde à vue. Oui, je crois que en fait, cette question de désobéissance civile, on voit qu'aujourd'hui, elle est quand même beaucoup utilisée, portée, prônée, parce que effectivement, il y a ce sentiment que ça ne suffit pas de descendre dans la rue et de faire nombre. Qu'il faut aussi être capable de mobiliser l'opinion, donc de donner des explications de fond, d'avoir de l'expertise aussi dans nos mouvements, mais de la rendre, je dirais, d'une certaine façon populaire, cette expertise. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire comprendre. Et en ce sens-là, les actions symboliques peuvent être tout à fait utiles. Vous citiez l'action du transfert du siège qu'on avait fait vers les impôts. De Google France. Donc, de Google, vous aviez pris un moyen pour pouvoir transférer. C'était tout à fait symbolique, mais en même temps, ça montrait bien que l'argent qui part dans l'évasion fiscale ne sert pas au bien commun, ne sert pas à la collectivité en France. Donc, je pense que c'est à la fois de donner du fond et de l'explication dans quelque chose qu'on pourrait appeler, qui relève aussi de l'éducation populaire, je dirais, et en même temps montrer que c'est possible d'agir pour tout un chacun. C'est-à-dire que chacune peut aller s'engager dans une action de ce type-là parce qu'on la prépare, parce qu'il y a du collectif, on prend des risques, mais des risques sont aussi calculés, mesurés. Et je voudrais dire quand même quelque chose sur la manifestation. On pourrait se dire aussi que si la manifestation ne sert à rien, on ne voit pas pourquoi un gouvernement la réprimerait autant aujourd'hui. Olivier Fillieul, sur ces questions, et en particulier
sur quelque chose de neuf, pourrait-on dire, ces comptabilisations de manifestants. On était habitué, quand on était, comme moi déjà, un peu âgé dans la société, à savoir avoir le chiffre de la police et le chiffre des organisateurs, par exemple. Et puis sont arrivées ces sociétés, comme Occurrence ou comme d'autres, qui sont chargées de comptabiliser, de donner un chiffre exact à tous. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Parce qu'au bout du compte, on se demande si avoir un seul chiffre ne fait pas abaisser l'intérêt de manifester, puisqu'évidemment, souvent, les chiffres de manifestation donnés par les organisateurs étaient du double ou du triple de ceux donnés par la police. Alors, déjà, il faut dire que l'importance du nombre dans les manifestations, elle tient au fait qu'on est en démocratie, qu'en démocratie, c'est le nombre qui fait foi, qui prime les élections. Et c'est pour cette raison que la manifestation, si elle est très nombreuse, se considère comme légitime. Quand on est peu nombreux, on a plus de mal à asseoir sa légitimité. D'où ces enjeux autour des chiffres qui sont effectivement très importants. Pourtant, on peut penser par exemple que les premières manifestations de féministes au tout début des années 70 et la pose d'une gerbe devant le soldat inconnu à la femme du soldat inconnu, il n'était qu'une poignée de militantes. Bien sûr, là, on joue un rôle historique très important. Voilà. Bien sûr, on est là dans une toute autre logique, et il n'y a pas que le nombre qui permet de faire prévaloir ses intérêts, mais disons que dans la manifestation, comme forme, c'est le nombre qui prime. Le nombre, la violence, la nouveauté, l'innovation, etc. Il y a plusieurs critères qu'on a pu tester par des analyses statistiques sur la manière dont la presse couvre les manifestations. Parce qu'en fait, le premier objectif d'une manifestation, c'est de faire parler d'elle. Pour que le pouvoir réagisse, a priori, le pouvoir réagit peu, n'a généralement pas envie de réagir. Donc il réagit parce qu'il est forcé de réagir. Et il réagit parce qu'on parle de ces événements. La meilleure manière de gérer une manifestation, c'est de faire qu'il n'y ait aucun compte-rendu dans la presse. En Chine aujourd'hui, les Chinois qui n'ont pas accès aux médias étrangers n'ont aucune idée de ce qui se passe à Hong Kong. Ça, c'est très efficace. Alors on n'en est pas encore là en France. Donc, se faire entendre et de fait... Faire, c'est dire, c'est-à-dire que le mode d'action qu'on va mettre en œuvre, la manière dont on va manifester, ou parler des abeilles, de différents types d'actions symboliques, c'est aussi une manière de porter un discours, donc de porter un discours de propagande, si vous voulez, pour convaincre. Mais au fond, le nombre reste très important parce que c'est ça qui fait bouger les pouvoirs publics, la plupart du temps, parce que, encore une fois, ils ont à l'horizon la question des élections. Et lorsque l'opinion est très en faveur d'un mouvement, on peut donner plusieurs exemples depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, sans remonter au calendrier grec. Les pouvoirs généralement cèdent. Ça a été le cas sur le mouvement des Gilets jaunes. Il n'y aurait pas eu le moindre petit doigt levé si l'opinion n'avait été pas très favorable à ce mouvement au départ. Et c'est là aussi où le mouvement sur la justice climatique est très intéressant, parce que c'est un mouvement porté essentiellement, enfin pas essentiellement, mais par de très nombreux jeunes qui soit n'ont pas encore le droit de vote, soit l'auront bientôt. Et on sait tous, et donc les conseillers des gouvernements le savent aussi, que les jeunes, lorsqu'ils se mobilisent par la rue, dans leurs jeunes années, ont toutes les chances d'être très durablement impactés, socialisés. Ça rappelle quelque chose à Annie Coupé, qui s'est socialisé en politique en 68, exactement. Et d'autres se sont mobilisés au moment de Vaquer ou à d'autres moments comme ça. Exactement. Donc tout le monde sait ça. Et donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec le mouvement Extinction Rebellion et de manière générale les marches sur le climat, c'est là qu'est la peur. Et c'est là qu'il y a une petite chance, petite à mon avis, mais une petite chance que les pouvoirs publics réagissent ou essayent de faire semblant de réagir. Parce qu'évidemment, il y a des tas de manières de réagir sans rien faire. Ouais. Je vais donner la parole à Pauline, justement, d'Extinction Rebellion. Sur ce point, justement, est-ce que vous avez l'impression que la manifestation sert aussi à socialiser une jeunesse qui, auparavant, ne descendait pas dans la rue, et donc, à partir de ce moment-là, de s'intéresser à la politique? Est-ce que vous avez l'impression que ça joue de fil en aiguille vers une politisation d'une certaine jeunesse? Alors oui, je pense qu'au sein d'Extinction Rebellion, on a vraiment de l'intergénérationnel, et c'est ça qui aussi attire des jeunes qui, peut-être au sein de Youth for Climate, se disent on est vraiment avec les nôtres, mais on a aussi envie d'apprendre de personnes qui sont plus expérimentées dans l'engagement. Et je pense que ce qui manque, et ce que disait Annick au début sur ce besoin d'aller manifester, c'est aussi d'être ensemble et de ne pas se déconnecter comme ça des grandes causes et des choses qui vont faire notre futur. Et donc les jeunes aujourd'hui ont eu le temps de lire, ont le temps de s'instruire, ils arrivent à un niveau de connaissance où ils se disent comment est-ce qu'on peut ne pas nous avoir expliqué ça plus tôt, et surtout comment est-ce qu'on peut ne rien faire. Et au sein d'Extinction Rebellion, c'est aussi intéressant de voir qu'on a beaucoup de professeurs qui se disent je me sens démunie parce que en tant que professeur, je ne sais plus quoi dire à mes élèves et j'ai besoin d'agir.
Et donc, moi, je mets énormément d'espoir dans ces jeunes-là qui ont l'air aussi d'avoir beaucoup moins de peur, beaucoup moins de croyances limitantes sur « Ah mais non, mais on ne pourra jamais rien changer ». Et donc, ils nous donnent énormément d'énergie, je pense, à tous. Et puis, sachez que vendredi, l'émission du temps du débat sera consacrée justement à cet enseignement sur le climat, puisque ça fait partie des débats actuels. Paul Picaretta, ce lieu de socialisation, de mélange. La jeunesse, c'est très intéressant. Puisque là encore, je parle sous surveillance, mais c'est un concept assez récent, le concept de jeunesse. Moi, je me souviens très bien de cette phrase de Bourdieu qui disait que c'est une construction politique bourgeoise pour déterminer un électorat très particulier, etc. Il faut faire attention parce que c'est bien la jeunesse, c'est bien d'être jeune. Enfin, c'est neutre en fait, d'être jeune. On nous fait croire que c'est bien, mais en fait c'est neutre. Et puis le point positif, je dirais, premièrement, c'est qu'il y a quelque chose d'inédit dans le fait d'être jeune, c'est-à-dire qu'on découvre des choses et donc on les prend sous un biais très différent. On a peut-être moins de désillusions, etc. Tout ça, vous connaissez. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que au bout d'un moment, la jeunesse, elle est moins jeune, c'est-à-dire qu'elle entre dans la carrière, elle s'embourgeoise, elle va parler sur France Culture, etc. Et donc, elle peut-être oublie un peu ses amours de jeunesse, précisément. Et vient le temps de l'organisation, parce que c'est l'organisation qui permet justement de ne pas perdre en fait la flamme. C'est pour ça que c'est important de s'organiser. Mais voilà, moi je mettrais un petit bémol. Attention à ne pas se flatter, se valoriser d'être jeune, puisqu'en fait, on va tous crever comme tout le monde. Voilà. Mais ça, c'est un message positif en tous les cas pour l'avenir. Enfin, on préfère que ça soit le plus tard possible en l'occurrence. Mais si on insiste sur cette question, c'est aussi parce que vous pensez, Paul Picaretta, que par exemple la manifestation de rue, c'est aussi la possibilité de se confronter à d'autres que soi, d'autres milieux sociaux, d'autres façons de voir le monde. Évidemment, quand on est catholique et quand on vient de la revue Limite, d'écologie intégrale, on se retrouve à côté de gens d'extrême gauche qui n'ont pas exactement la même vision que soi du monde. Néanmoins, on est dans une même manifestation avec plus ou moins un même but, même si on peut ne pas se retrouver côte à côte, mais face à face dans une manifestation sur un tout autre sujet, comme par exemple les lois de bioéthique. Effectivement, c'est ça l'intérêt de la manifestation, et je dirais même peut-être la grande force d'une grande manifestation, c'est d'arriver non pas à transcender les grands clivages. Il ne faut pas être non plus un grand naïf. Mais, on a compris que vous ne l'étiez pas, en l'occurrence. Non, mais il y a des clivages qu'on n'arrivera pas à dépasser. Peut-être, à la limite, je dirais que la question écologique est tellement importante puisqu'elle met l'humanité, le vivant, ensemble. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est tous sur le même bateau. C'est quasiment impressionnant. À part quelques milliardaires, si vous voulez, il n'y a pas grand monde qui est en dehors de ce bateau-là. Donc, je crois que c'est la première fois, il faut le dire et prendre le temps de le dire, c'est la première fois dans l'histoire qu'on peut faire une manifestation mondiale, où toute l'humanité et tout le vivant est concerné. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc là, peut-être qu'on touche au cœur de l'essence d'une bonne manifestation, où le commun est vraiment rassemblé. Annick Coupet, vous qui donc avez une grande expérience des manifestations depuis assez longtemps, on voit effectivement que, en tout cas, ce thème du climat est un thème qui, pendant très longtemps, a intéressé personne. Et puis depuis, peut-être justement que des mouvements plus jeunes se sont mis à l'avant des manifestations, qu'il y a eu des manifestations plus fortes dans ce domaine-là, et bien même des organisations qu'on connaît bien, qui n'étaient pas toujours très favorables à la question de changer le nucléaire en autre chose, la CGT ou d'autres, qui à une période n'étaient pas tout à fait favorables à ces questions-là, sont devenus d'un seul coup en tête et disent aujourd'hui, la CGT dit, les questions sociales sont liées aux questions climatiques, ce qui est assez, à mon souvenir, est assez nouveau. Non, mais tout à fait. Et je pense que c'est vraiment intéressant. Justement, je parlais des alliances tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit bien que face à cette crise climatique avec toutes ses composantes, on voit bien qu'il y a aussi des enjeux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des réponses qui sont portées par certains. Vous disiez, on est dans le même bateau. Oui, mais je pense qu'on n'a pas tous les mêmes responsabilités quand même, il faut le dire. C'est-à-dire que, mais ça, faudrait peut-être reprendre cette question-là. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'effectivement, on ne peut pas traiter les questions climatiques indépendamment des questions sociales, en tous les cas des questions d'inégalité, parce que l'inégalité aujourd'hui, c'est aussi l'inégalité climatique. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est les populations les plus défavorisées, les pays les plus défavorisés
favorisés, et à l'intérieur des pays favorisés, des pays riches, et les populations les plus défavorisées qui vont payer le prix cher de la crise climatique. Donc on voit bien qu'on ne peut plus séparer les choses comme effectivement le mouvement, la gauche l'a fait pendant très très longtemps. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience, et l'évolution d'une organisation comme la CGT est tout à fait intéressante et positive de ce point de vue-là. Olivier Filleul, vous qui travaillez donc sur ces questions de manifestation depuis longtemps, puisque vous avez écrit là-dessus il y a déjà plus d'une dizaine d'années avec Daniel Tartakovsky, et qui suivait par exemple le mouvement des Gilets jaunes. Comment un mouvement comme celui des Gilets jaunes, que vous suivez dans le Var en tant que sociologue, évolue face à cette incapacité ou cette capacité à faire changer la donne, avec cette possibilité ou non de faire changer les positions gouvernementales? Est-ce que vous voyez des changements? Vous faites des calendriers de vie avec les Gilets jaunes du Var que vous croisez pour justement essayer de comprendre comment s'inscrivent ces manifestations dans leur vie à plus long terme, depuis longtemps. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution? Alors là, effectivement, on touche avec cet exemple à un aspect des conséquences des mouvements ou des effets des mouvements qui sont les conséquences biographiques, qui sont aussi très importantes, c'est-à-dire la manière dont les individus, on en a parlé un peu avec la socialisation, participant à des événements protestataires, en ressortent transformés. De fait, dans le mouvement des Gilets jaunes, qui est en train qui a beaucoup de problèmes en ce moment, qui a été victime d'une répression judiciaire et policière hors norme, c'est une des raisons de son effondrement, il y en a d'autres. Ce mouvement, aujourd'hui, se retrouve avec, des personnes qui sont, pour ce que j'observe, en tout cas dans le Var, très éclatées, avec un défaut d'organisation, etc. Et les effets, pour l'instant, qui sont des effets à court terme, c'est plutôt des effets de sidération, de désespoir, et pour certains, de radicalisation. Cela dit, d'ici quelques années, dans les années qui viennent, les effets de ce mouvement vont continuer à se faire sentir, et notamment, on peut, je ne suis pas le seul, faire l'hypothèse qu'il y a des effets de politisation, c'est-à-dire de retour à l'intérêt pour la politique, de retour au vote, de retour aussi au municipalisme, à la participation, soit à la société civile, soit à la politique au niveau municipal. Je voudrais juste peut-être revenir sur ce que vous disiez à propos du mouvement pour le changement climatique. Moi, une des choses que je trouve assez fascinante et intéressante dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que grâce à ces mobilisations, grâce à tous ces gens qui descendent dans la rue, et grâce aux causes qui sont portées, aux revendications qui sont portées donc contre les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, les responsables donc politiques, on a enfin un discours qui n'est plus le discours qu'on a entendu très longtemps de culpabilisation des individus, qui consiste à dire oui, tu vas trier tes déchets, tu vas utiliser moins d'eau quand tu prends ta douche, et comme ça tout ira bien. Ce qui était aussi un discours démobilisateur. Il est vrai qu'il faut faire ces efforts, mais ces efforts ne résoudront pas le problème, puisque on est tous d'accord pour considérer qu'il faut changer de système radicalement pour pouvoir espérer arrêter le changement climatique. Donc ces manifestations, elles ont un effet très important, c'est de changer complètement la donne, c'est-à-dire qu'on s'intéresse moins aux comportements individuels atomisés, on s'intéresse à la politique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une solution politique pour ces questions. En l'occurrence, et c'est à ça que sert la manifestation aussi. Pauline, très brièvement pour terminer, qu'est-ce que vous voulez dire justement sur cette politisation en cours ? Pour moi, je suis d'accord avec ce qu'on disait, il faut arrêter de séparer. Et je pense que quand on parle de crise climatique, la crise climatique n'est qu'un symptôme, la 6e extinction de masse n'est qu'un symptôme. Et ce qui se passe, c'est que c'est le système qui est destructeur. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler beaucoup plus ensemble, parce qu'en fait, il faut revenir à la racine. Et la racine, c'est d'arrêter de séparer les causes et d'aller tous ensemble pour imaginer un nouveau système. Paul Picaretta, oui, non, c'est vrai, l'intérêt de ce qui se passe en ce moment, c'est d'arriver encore une fois à réunir des populations qui n'avaient pas l'habitude de se croiser, faire ce qu'on appelle les convergences des luttes, et je rebondis sur ce qui a été dit juste avant, effectivement, de sortir du discours très changement individuel, gentil, voilà, pour aller vers du collectif, du politique. Merci à tous les quatre d'avoir bien voulu débattre et discuter dans le temps du débat autour de cette question. Manifester sert-il encore à quelque chose ? C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes et à la réalisation Marie-Laure Ciboulet.